Bonjour à tous et merci de vous être joints nous dans le cadre de ce premier webinaire sur notre thème. Je m'appelle Rachidatou. Je suis responsable de la gestion des cas avec l'OMS basé à Dakar. Notre webinaire du jour porte sur les soins cliniques et les pratiques IPC dans le cadre de la réponse à la diphtérie. Donc, nous allons commencer par le code de conduite et quelques mesures pratiques. L'OMS est engagée à organiser des réunions auxquelles tout le monde peut participer de manière inclusive, respectueuse et en toute sécurité. Ces événements sont guidés par des standards professionnels et éthiques les plus élevés et tous les participants doivent se comporter de façon intègre et avec du respect à l'égard de tous les participants qui prennent part ou alors qui sont impliqués dans tous les événements de l'OMS. Le code de conduite euh, interdit toute forme d'abus. Maintenant, les modalités pratiques, nous avons l'interprétation vers l'arabe et le français. Les membres du panel prendront la parole en anglais. Veuillez bien utiliser l'onglet questions-réponses pour poser vos questions. Lors des présentations également, utilisez la discussion, l'onglet discussion pour vous présenter et pour échanger. Bien vouloir écrire votre nom et votre lieu d'origine ou alors de résidence. La discussion pourrait également servir à partager des informations, des liens, etc. Si vous avez besoin de prendre la parole, nous allons vous donner la parole pour 5 minutes et veuillez à l'occasion lever la main pour prendre la parole. Également, en prenant part à cette réunion, que vous soyez membre du panel ou participant, vous serez enregistré et ces enregistrements seront partagés dans nos différents groupes pour l'apprentissage en continu et les documents seront partagés à la fin de la réunion. Nous enregistrons des questions, des informations d'enregistrement et ces informations seront partagées par l'OMS. Vos données personnelles seront maintenues confidentielles toutefois. D'autres données, notamment les rapports, les cartes, les communications, les études, etc., peuvent être partagées, mais nous vous en informerons. L'objectif de ce webinaire est de renforcer la réponse clinique et opérationnelle, et notamment le renforcement des capacités IPC et la réponse à la diphtérie dans la région l'OMS Afrique. Nous prenons en compte le fait que d'autres régions de l'OMS apportent également une riposte à l'OMS et nous allons partager ces informations avec ces régions. Le webinaire de ce jour, je suis la modératrice et voilà l'ordre du jour. Nous allons avoir des propos d'ouverture par le professeur André Bita, qui est le responsable de l'incident de cette épidémie. Nous aurons une mise à jour épidémiologique de Stephanie, les lignes directrices de l'OMS par Jamie. Nous allons passer au guide opérationnel de l'OMS par Madison. Nous allons avoir une brève pause et vous pourrez poser vos questions et attendre des réponses. Nous aurons également les pratiques de la prévention par Arifa Parker. Nous aurons également la gestion des cas cliniques par Tari. Ensuite, nous aurons un temps de 5 minutes de questions-réponses et des propos de clôture. Le professeur Bita, vous avez la parole pour votre discours liminaire. Merci et nous vous souhaitons une fois de plus la bienvenue. Merci beaucoup, docteur Rachidatou. Pouvez-vous m'entendre, s'il vous plaît? Oui, merci. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers participants des pays de l'OMS région Afrique, c'est un privilège pour moi, au nom du directeur
de l'OMS Afrique de vous souhaiter la bienvenue, une bienvenue chaleureuse à ce webinaire sur la riposte à l'épidémie de la diphtérie dans la région OMS Afrique, notamment sur le renforcement des soins cliniques et la prévention de l'infection dans le cadre de la riposte à la diphtérie. Le sujet qui nous rassemble ce jour est très important parce que au fil des ans, la diphtérie a été l'une des infections, l'une des maladies infectieuses les plus craintes à travers le monde, causant des épidémies qui affectent notamment les enfants. La diphtérie est une maladie transmissible sévère, aiguë et sévère de respiratoire causée par une bactérie, notamment cette bactérie qui qui cause la diphtérie. Alors, cette maladie bactérienne a refait surface ces dernières années et certains pays dans la région ont connu des épidémies. Cette situation est due à certains facteurs prioritaires, notamment le grand nombre d'enfants qui n'ont jamais reçu une dose de vaccin contre la diphtérie, notamment DTP et le pentavalent, ou alors qui n'ont pas complété leur cycle de vaccination, ou alors qui n'ont pas reçu de dose booster. Les conditions d'hygiène et d'insalubrité causent également cette maladie. En dépit des efforts des pays, des partenaires de l'OMS et même de l'OMS, cette épidémie persiste et est en train de se propager vers d'autres pays. Cela met en lumière les facteurs de risque dont je viens de parler. Mesdames et messieurs, chers participants, en ce qui concerne l'épidémiologie, l'incidence de cette maladie a connu une baisse significative à travers le monde avec l'introduction de la vaccination contre la diphtérie. Toutefois, la diphtérie reste endémique dans plusieurs régions du monde. La diphtérie a été l'une des maladies les plus craintes à travers le monde, comme je l'ai dit tantôt. Pendant plusieurs années, la diphtérie a été à l'origine des épidémies en Europe, en Afrique, en Inde, aux États-Unis, avec de millions de cas et de milliers de décès au 19e siècle. Selon l'OMS, la diphtérie est très fréquente dans l'Afrique et l'Afrique compte pour 30% des cas de diphtérie. Entre 2000 et l'an 2025, Stéphanie va nous apporter plus de détails. Un total de 100 000 cas suspects de diphtérie ont été notifiés dans la région Afrique, avec une moyenne de 305 000 cas par an. Environ 50% de cas suspects sont, n'ont pas reçu de vaccin ou alors sont en situation de sous-vaccination. L'OMS apporte son soutien aux pays de la région, soutien technique, financier et même en termes de mobilisation des approvisionnements. Le soutien technique apporte la mise en place des équipes de surveillance, de coordination, de laboratoires, de vaccination, de gestion de cas de la prévention et du contrôle des infections, le contrôle des risques et l'implication communautaire, les antibiotiques et les antitoxines de la diphtérie pour soigner des cas. Nous aurons une présentation sur cela pendant des webinaires qui vont suivre. Comme Rachida nous a dit aujourd'hui, nous allons commencer par les soins cliniques et la prévention. Mesdames et messieurs, chers participants, tout en vous souhaitant un excellent webinaire, nous espérons que votre participation sera active, notamment pendant la session questions-réponses, et nous espérons que la formation sera faite à tous les niveaux dans vos pays respectifs. Les modèles de formation et les documents de référence vous seront partagés à la fin de ce webinaire. N'hésitez pas à contacter l'OMS à travers le bureau pays pour présenter vos besoins en matière de formation dans le cadre de de la réponse à la diphtérie. Sur cette note d'espoir, je déclare donc ouvert ce webinaire sur le renforcement des soins cliniques et les pratiques de prévention. Je vous remercie
pour votre attention. Merci, professeur Bita. Je voudrais réitérer le fait que, en raison de l'immunité chez les enfants qui ont reçu les vaccins dans leur enfance, nous voyons une insurgence, une résurgence dans les pays membres, notamment chez les enfants qui n'ont pas reçu la dose supplémentaire. Et nous sommes tous conscients des effets néfastes de ce webinaire, de cette épidémie, notamment chez les enfants et les adolescents. Nous avons également des cas de diphtérie chez les jeunes adultes. Merci beaucoup, professeur Bita, pour cette belle introduction. Je passe à présent la parole à Stéphanie pour la mise à jour épidémiologique. À vous. Merci beaucoup, Rachida. Bonjour à tous. Prochaine diapo. Merci. Alors, un aperçu des données de 2025 sur la situation épidémiologique actuelle. Je vais fournir d'autres détails sur les prochaines diapositives, notamment les cas dans chaque pays, non pas seulement dans les pays de l'Afro, mais également des pays du nord du continent sont en blanc parce qu'ils ne font pas partie de la région Afro. Mais je voudrais attirer votre attention sur cette carte. Vous avez des districts en jaune, en orange et en rouge avec les cas les plus élevés de cas suspects. Vous pouvez voir cette sorte de ligne là au milieu du continent. Nous voulons insister sur le fait que cette carte s'arrête au Tchad, mais nous savons qu'il y a également des cas au Soudan, en Somalie, au Yémen et même dans d'autres pays voisins. Nous pouvons voir cette résurgence des cas à travers le continent. Également, plus de 21 000 cas ont été notifiés en 2025 et le cas de mortalité est élevé à environ 6%. Le Nigeria compte le plus grand nombre de cas au regard de sa très grande population. Et également, la Guinée a un taux de mortalité assez élevé avec 23% de taux de mortalité en Guinée. Prochaine diapo. Parmi les 8 pays de la région afro qui notifient des cas, voici les chiffres les plus récents qui datent de cette semaine. Vous pouvez voir le Nigeria a plus de 12 000 cas, le Niger plus de 2 000 cas, Mauritanie plus de milliers de cas et au Tchad près de 5 000 cas. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que très peu de cas ont été confirmés en laboratoire. 5% de cas ont été confirmés au laboratoire, bien que plusieurs cas ont été liés à l'épidémiologie. La mortalité est assez élevée, elle varie par pays, mais nous avons des taux plus élevés que ceux que nous attendions. À travers les pays, la transmission communautaire est assez répandue et cela compte pour 15 pour, de 15 à 18% de régions qui souffrent d'une transmission communautaire. Prochaine diapo. Donc là, nous avons un aperçu sur la durée. À gauche, la, 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 la carte grise, nous avons les cas notifiés par semaine. Vous voyez la hausse ces dernières semaines. Ne prêtez pas trop d'attention aux dernières semaines. La semaine 45, 46, 47, nous n'avons pas encore eu les notifications de certains pays. Donc, nous n'avons pas les taux exacts pour les 3, 4 dernières semaines. Et le graphique à droite montre les pays qui notifient les cas chaque semaine. En vert, le Niger compte pour le plus grand nombre de cas. Le Tchad également avait à un moment donné le plus grand nombre de cas. Ces dernières semaines, nous voyons des hausses en Mauritanie, au Mali, au Tchad, au Niger également. Prochaine diapo. Encore plus de détails sur la mortalité. L'axe en bas, nous voyons le nombre total de cas, nous voyons la hausse et sur l'axe en longueur, nous avons la mortalité. Donc, les pays qui se situent en hauteur ont un taux de mortalité plus élevé.
Et les pays avec les cercles les plus grands ont le plus grand nombre de cas et le plus grand nombre de décès notifiés. Nous avons un seuil de 5% de mortalité. Et nous pouvons voir que plusieurs pays notifient des cas de mortalité en dessus de ce seuil. Et c'est la raison pour laquelle la gestion des cas cliniques est très importante. Nous sommes conscients de l'immunité. La plupart des cas que nous voyons chez les personnes de 5 à 14 ans, des enfants et des jeunes adolescents, sont les plus affectés. Pas seulement le COVID qui a affecté l'immunité, mais également sont des défis à long terme, des défis liés au renforcement de l'immunité des personnes. Et 30% des cas sont chez les personnes de plus de 15 ans. Donc, nous étudions les écarts à long terme en matière de vaccination. Nous n'avons pas de mise à jour en ce qui concerne la vaccination, mais nous savons que la plupart de ces cas n'ont pas encore reçu de vaccin. Et comme c'est souvent le cas avec la diphtérie, 64% des cas sont des femmes. Prochaine diapo. Juste quelques pensées au début de ce webinaire. J'ai parlé du manque de confirmation en laboratoire et également des définitions des cas peu claires. Mais nous avons des lignes directrices publiées sur le site de l'OMS qui sont disponibles à tous. Nous avons également vu le besoin des antitoxines, des vaccins, de la gestion des cas, des kits de soutien nécessaires pour la gestion des cas. Au sein du gouvernement et parmi la population, il y a un taux très bas d'information, de sensibilisation autour de cette épidémie. Il a été également difficile de collecter les données. Nous espérons que ces mécanismes accroîtront l'identification des poches sensibles afin de guider la riposte. Et cette riposte comprendra notamment la vaccination et les campagnes de sensibilisation. Ces données seront disponibles en ligne. Merci beaucoup et bon webinaire. Merci Stéphanie pour ces informations sur l'épidémiologie, le- les schémas de l'épidémiologie dans la région. Vous nous avez montré ce qui se passe dans nos pays et pour les participants sur cet appel, gardez à l'esprit que nous connaissons une propagation de cette épidémie et les cas sont en train d'augmenter. Nous avons déjà 21 000 cas. Sans plus attendre, nous allons accueillir et passer la parole à Jamie qui va nous présenter son papier sur les recommandations cliniques de l'OMS. Merci beaucoup. Je vais parler du guide de 2024 de l'OMS, des lignes directrices de l'OMS 2024, et cela porte sur la norme en matière de recommandations qui sont un complément à d'autres guides ou alors d'autres lignes directrices de l'OMS Afrique. Donc, voilà ce dont nous parlons et ce document est disponible en ligne. Il existe également une version téléchargeable. Et voilà l'essentiel à savoir. Nous avons trois recommandations dans ces lignes directrices. Ce guide est bref parce que le groupe s'est concentré sur les éléments qui peuvent réduire le taux de mortalité. Vous avez vu, Stéphanie nous a partagé le taux de mortalité qui est trop élevé. C'est inacceptable. Il est donc difficile de fournir les soins de qualité dans plusieurs régions où nous avons le plus grand nombre de patients. Qu'est-ce qui fera la différence? Ces trois points feront la différence. Donner les bons antibiotiques aux bonnes personnes, avoir des antitoxines de la diphtérie et les donner aux personnes qui en ont besoin et avoir les bonnes doses et les partager aux personnes qu'il faut. C'est plus facile à dire, mais ces lignes directrices permettent d'améliorer la situation. Les antibiotiques et les antitoxines de la diphtérie ne sont pas exclusifs.
Nous pouvons les donner aux mêmes personnes et je vais décrire cela dans un instant. Tout d'abord, quels sont les antibiotiques que nous devons donner? Stephanie a décrit les problèmes sur la base de la confirmation au laboratoire et les tests de diphtérie. Nous ne pouvons pas confirmer les schémas de résistance, mais le groupe qui a élaboré ces lignes directrices a examiné cela, a constaté qu'il y a un manque de preuves dans plusieurs zones. Toutefois, il existe une augmentation de la résistance à la pénicilline. Cela est provoqué chez les patients qui sont infectés par la diphtérie, mais il y a une résistance plus faible aux macrolides, notamment érythromycine et azithromycine. Le groupe a précisé que ces tests sont essentiels pour savoir, pour déterminer le choix de l'antibiotique et de la microlide sera déterminé sur ces évaluations. Alors, qu'est-ce qui sous-tend cette recommandation? Un contrôle randomisé sur un petit groupe de personnes qui n'a pas montré de différence dans la mortalité. Nous avions une incertitude sur les maladies, mais c'était le meilleur test disponible en ce temps-là. Et le groupe a constaté que les macrolides, notamment l'azithromycine, sont plus faciles à administrer par voie orale par comparaison à la pénicilline. Deuxièmement, il n'existe pas de recommandation sur le traitement oral ou par veine, par entreveneuse. Donc, il y a des personnes qui ont du mal à avaler et cela peut donc nécessiter d'autres chemins, d'autres routes de traitement, d'autres voies de traitement. Mais toutefois, le macrolide seront le premier, euh, la première solution. Mais si vous avez la certitude, par exemple, que le taux de résistance à la pénicilline dans votre région sont, sont très faibles, alors la pénicilline sera le choix idéal, idoine. Nous allons passer aux antitoxines, la diphtérie. Dans les années 1900, ce traitement a reçu le prix Nobel et il existe depuis plusieurs années et permet de soigner la diphtérie et produit des immunoglobulines. Cela est produit et donné aux patients. Cela a été donné aux patients depuis plus de 125 années et cela a été à l'origine d'une baisse de mortalité de près de 30% en ce temps-là. Et toujours, jusqu'aujourd'hui, c'est le meilleur moyen de traitement contre la diphtérie. Et je pense que nous, ce traitement est sous-employé parce qu'il peut être compliqué, parce que la disponibilité est assez difficile. Les coûts peuvent également être élevés et la rareté également par rapport aux besoins. Également, la sous-utilisation est due au fait que les personnes ne sont pas conscientes. Cela ne fait pas partie des traitements de routine. En raison du fait que ce traitement est disponible depuis des années, les preuves sont assez incertaines. Nous présumons qu'il n'existe pas de preuves comparatives, mais ce traitement peut être utilisé dans des cas de diphtérie sévères et même mortels. Donc, nous avons deux viols, deux doses de traitement, notamment chez des personnes qui ont présenté les symptômes assez tôt. Et si vous avez des personnes qui ont présenté les symptômes tard, les lignes directrices présentent 4000 unités. Et s'il y a de bonnes raisons de croire que la maladie est sévère, notamment lorsque les symptômes se présentent assez tardivement, des problèmes de respiration, des chocs et des problèmes au niveau du cou, alors il est bon de donner des doses un peu plus élevées. 48 heures
C'est une durée assez précoce, notamment dans des milieux humanitaires. Mais nous sommes convaincus que l'objectif doit être un traitement précoce, parce qu'un traitement précoce est très favorable pour la fin des symptômes. L'une des raisons pour lesquelles les antitoxines ne sont pas administrées, c'est que c'est effectivement compliqué à administrer. Nous avons adopté différentes stratégies. Je vous ai présenté comment les antitoxines sont fabriquées à base d'autres animaux. Mais le problème, c'est que ces antitoxines peuvent causer une réaction allergique. Donc, lorsque vous administrez des antitoxines, pourquoi que ce soit une morsure de serpent ou alors la diphtérie, il y a un risque d'allergie. Donc, vous devez avoir des traitements d'urgence à disposition, des, des antihistaminiques et d'autres médicaments qui peuvent accompagner un patient qui présente les symptômes d'une réaction allergique. Cela dit, ces réactions allergiques se voient dans moins de 3% de patients. Et lorsque les personnes ont reçu des antitoxines, notamment au Bangladesh, les réactions ont été assez bonnes. Sur le plan historique, nous avons utilisé des tests sensibles, de sensibilité pour des personnes qui ont des réactions allergiques. Le panel qui s'est rassemblé a examiné cela pour voir s'il y avait assez de preuves pour procéder ainsi. Pourquoi le faire? Si cela était bénéfique, alors oui. Mais si c'était compliqué, alors ce serait un problème et cela compliquerait davantage la situation du patient. Le groupe qui a travaillé sur les lignes directrices a confirmé que les tests sur base de sensibilité sont assez délicats et les réactions peuvent varier. Alors, le groupe a fait une recommandation forte contre ce mode de test. Ils ont fait valoir que toute personne qui nécessite un traitement doit le recevoir, ne doit pas attendre de faire ce test de sensibilité, mais doit avoir tout ce dont il a besoin pour traiter des réactions allergiques. Alors, si cela est mis en œuvre et si nous pouvons sensibiliser le personnel médical sur comment traiter les patients, plus de patients recevront ce traitement contre la diphtérie et nous allons baisser le taux de mortalité. Alors, je voudrais vous rappeler que les doses sont les mêmes pour les enfants comme pour les adultes. Mais selon la gravité de la maladie, il doit avoir une seule dose, car si vous dépassez la dose, dans ce cas-là, votre hypersensibilité peut être déclenchée. Alors, s'agissant des antibiotiques, on préfère donc les macrolides, et nous savons que la sensibilité à la pénicilline, si elle est bonne, s'il n'y a pas de résistance, dans ce cas-là, la pénicilline peut être administrée. Il y a bon nombre de ressources de l'OMS, notamment ces lignes directrices, mais vous avez également des indications sur la préparation, l'administration de ces antitoxines, et tous ces documents sont disponibles en ligne. Alors à l'avenir, comme je vous l'ai dit, la portée de ces lignes directrices est plutôt limitée. Nous essayons de voir quels sont donc les points à haute valeur et dans les années à venir, nous allons faire en sorte que ce panel, le développement de ces lignes directrices puisse permettre de renforcer l'utilisation de ces antibiotiques. Nous n'avions pas, par exemple, de recommandations sur certains aspects. Alors, bien évidemment, nous vous reviendrons lorsque nous aurons davantage d'informations et de résultats quant à ces propositions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jamie.
Nous avons bien écouté donc vos propos sur les recommandations de l'OMS et nous avons pris bonne note du fait que nous devons avoir donc l'utilisation concomitante des antibiotiques avec d'autres points. Alors, vous recommandez plutôt les macrolides plutôt que les pénicillines. Et si je regarde notre parcours, nous pourrions donc tenir compte de plusieurs éléments. Les plus importants encore, lorsque nous avons recours aux tests de sensibilité, nous devrions faire en sorte que tous les autres produits puissent être disponibles. Ainsi, nous pouvons gérer toute incidence d'effets secondaires. Merci beaucoup pour les informations partagées. J'espère que les collègues de gestion des cas et les premiers répondants pourront donc faire fond sur tout cela pour faire en sorte que le taux de mortalité qui est à 6% puisse être réduit. Maintenant, je donne la parole à Madison afin que donc nous puissions avoir des informations sur les recommandations en matière de IPC de l'OMS. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez confirmer que vous m'entendez bien et que vous pouvez voir ma présentation à l'écran? Très bien. Alors, nous avons un guide opérationnel et les outils proposés par l'OMS en matière de diphtérie. Nous avons publié ces éléments l'an dernier. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Il s'agit là de documents publiés. Et j'espère que donc tout le monde pourra disposer de ces diapositives. Il s'agit donc des opérations d'infection, prévention et contrôle pour la diphtérie. Et je pourrais bien évidemment partager le lien à qui vous le voudra. Alors aujourd'hui, nous allons parler essentiellement des soins sécurisés pour les patients, des normes de mise en œuvre, des précautions quant à la transmission. Et nous avons également les cas des personnes qui bénéficient de soins à domicile ou à l'hôpital. Alors, s'agissant de la transmission, le premier facteur de risque qui est source de préoccupation, ce sont les gouttelettes donc liées à la respiration. Il y a également un risque en cas de contact direct avec les lésions cutanées infectées et infection par les vêtements ou autres éléments qui auront été souillés par des écoulements émanant de ces lésions. Alors, l'incubation dure de 2 à 5 jours et cela court après une exposition à ces gouttelettes ou à une exposition à ces lésions. Donc, avant de connaître des symptômes, il y a une période d'incubation de 2 à 10 jours. Alors, ça peut même couvrir une période de 1 à 10 jours. Alors, quelles informations nous permettent de déterminer la qualité de l'infection qui découle d'une inflexion? Donc voilà, nous avons des infections qui peuvent avoir eu cours dans un dans un environnement de prise en charge sanitaire plutôt que dans un environnement communautaire. Alors, dans le guide opérationnel, vous avez des orientations sur la façon d'identifier les infections dans dans les centres de santé et comment répondre aux cas de diphtérie dans les centres de santé. Alors, quelles sont les mesures clés? Les leçons à retenir. Tout d'abord, tous les travailleurs de santé devraient donc être porteurs du vaccin contre la diphtérie et ils devraient également bénéficier des doses de rappel. Normalement, il faudrait que tous les patients porteurs donc de la diphtérie soient isolés. Ils soient placés dans des salles bien ventilées
Si les salles individuelles sont limitées, il faudrait éviter d'associer plusieurs patients soupçonnés d'être porteurs du virus. Il y a en effet un risque élevé de transmission des infections. C'est pour cela qu'il faudrait des salles individuelles. Il faut également des précautions en matière de gouttelettes, donc porter un masque médical. Il faudrait également avoir, si possible, les équipements de protection individuelle. Il faut également prendre des mesures de précaution en termes de contact en cas de diphtérie cutanée. Donc, il faudrait avoir donc un équipement de protection individuelle qui se fonde sur cette évaluation de risque. Les visiteurs ou les soignants qui participent à la prise en charge des patients devraient également porter ces équipements de protection individuelle et se tenir à 1 mètre de distance du patient, de la patiente. Ainsi, les procédures en matière d'hygiène des mains et de distance doivent être respectées. Maintenant, quant au dépistage, il s'agit là d'un point important sur lequel nous insistons beaucoup. Cela permet donc d'identifier les cas très rapidement. Bon nombre d'informations existent sur la mise en œuvre de pratiques de dépistage dans les centres de santé, dans le guide opérationnel. Vous avez donc un outil de dépistage syndromique disponible grâce à l'OMS. Donc, lorsqu'il y a un dépistage précoce, vous pouvez limiter la transmission au sein du centre de santé. Alors voici quelques informations supplémentaires sur l'importance de maintenir un environnement propre et propice au dépistage. Lorsque vous identifiez certains cas porteurs de risques d'infection dans le centre de santé, nous recommandons d'un dépistage non seulement de la diphtérie, mais peut-être d'autres virus. Là, nous avons notre outil de dépistage. Nous savons qu'il y a toute une palette d'infections qui sont possibles dans les centres de santé. Et bon nombre de ces infections peuvent être identifiées par des symptômes que sont manifestes au moment du triage. Alors, vous avez par exemple des cas de lésions. Cela peut donc être propre à la diphtérie ou toute autre infection. Il y a également des symptômes respiratoires liés à la diphtérie, mais à d'autres infections possibles également. Il en est de même pour les patients qui souffrent de diarrhée. Il existe un outil appelé le dépistage syndromique pour la prévention des infections et le contrôle des infections dans les situations d'urgence sanitaire qui est disponible sur notre site web. Et ici, il s'agit de faire en sorte que les patients porteurs de symptômes qui sont propices à l'infection ne soient pas donc associés dans une même salle pendant un certain temps. Donc l'idée ici est de faire en sorte que ces personnes soient gérées de façon appropriée et qu'il y ait des points de regroupement dans les centres de santé. Et il s'agit également de faire en sorte que les précautions en matière d'IPC soient bien mises en place dans la mesure du possible. Alors l'isolement, il s'agit là d'une recommandation forte dans le cas de diphtérie. L'idée qui sous-tend l'isolement, c'est que cet isolement permet de réduire le risque de transmission. Alors, les premiers pas consistent à offrir aux patients un masque afin de réduire la transmission par la respiration. On peut également couvrir les lésions. Cependant, le plus important dans la première étape est de fournir un masque et ensuite de déplacer ces personnes afin qu'elles soient placées en isolement. Alors, les précautions
standards. Je vais les aborder très brièvement. Il s'agit là des mesures de prévention minimales, quel que soit le patient, quelle que soit la suspicion d'infection. Alors, il y a bon nombre d'éléments de précaution. Cependant, si toutes ces mesures sont appliquées, et sont appliquées dans le cas de tous les patients, et en tout cas, dans ce cas-là, vous allez limiter les risques de transmission de la diphtérie et réduire les risques de transmission de toute autre infection, et ce, de façon très efficace. Et si toutes ces précautions normalisées sont bien appliquées, dans ce cas-là, nous voyons que les mesures qui viendront après ne sont qu'une valeur ajoutée. Donc, il s'agit ici de faire en sorte que dans votre santé, toutes ces mesures de précaution soient bien impliquées. Maintenant, les précautions quant à la transmission, nous avons des précautions normalisées. Vous avez également le fait d'avoir une chambre individuelle ou un espace suffisamment grand entre les différents lits, une salle ventilée. L'idée ici est d'informer tout participant à la prise en charge des patients de manière à ce que toutes les précautions soient prises. Il s'agit également de procéder à une évaluation des risques qu'encourt le patient et de façon universelle. Ainsi, lorsqu'il y a un soignant, une soignante, il faut faire en sorte que cette personne n'ait pas à faire un choix quant à l'équipement de protection individuelle soit prodigué. Il faut de façon universelle que ces équipements de protection universelle soient administrés aux personnes. Il y a également des protocoles en matière de désinfection qui doivent être appliqués. Notre conseil serait donc de proposer une chambre individuelle, mais lorsque cela n'est pas possible, les patients ayant une diphtérie respiratoire confirmée doivent être placés vraiment en isolement. Et il faut essayer, s'ils sont placés dans une même salle, de faire en sorte qu'il y ait des espaces séparés au sein de cette même salle, par exemple avec un rideau. Et il faut faire en sorte également que l'équipement de protection individuelle ne soit pas utilisé en passant d'un patient à un autre. Il faudrait faire en sorte également que les outils de nettoyage ne soient pas les mêmes lorsque vous passez d'un espace patient à un autre espace patient. Les patients doivent porter un masque, et ce jusqu'à ce qu'une salle, une chambre leur soit disponible, rendue disponible. Lorsque une chambre individuelle n'est pas disponible ou lorsque l'occupation des lits va dépasser les 100%, dans ce cas-là, il y a quelques options qui s'offrent à nous. Il faut donc augmenter le taux d'occupation en évaluant l'espace disponible, en essayant de voir si on peut rajouter un espace pour la prise en charge des patients. Et donc, des précautions en matière de transmission peuvent être appliquées. Il peut également avoir une exploitation des infrastructures qui existent dans les communautés ou peut-être faire en sorte qu'il y ait un espace supplémentaire dans les centres de santé. Alors, une ventilation naturelle ou mécanique devrait être prévue car il s'agit là une infection par voie respiratoire. Les gouttelettes donc peuvent être à la source d'infection, et nous savons également qu'il peut y avoir un risque de transmission par gouttelettes et par voie aérienne. Et donc, dans tous les espaces concernés, les espaces de tri, les salles d'accueil, il faut vraiment respecter la recommandation de l'OMS, à savoir donc un taux de flux de 160 litres par patient. 160 litres par seconde par patient. Il s'agit là de même taux, le taux qui s'applique dans les salles d'opération. Alors, dans les cas de diphtérie grave, il peut avoir également recours aux salles de pression négative. Maintenant, des précautions quant aux gouttelettes pour les patients qui donc sont soupçonnés d'être porteurs de la dysphérie respiratoire. Donc, ils font un masque médical.
pour éviter tout épanchement des gouttelettes. Il faut également une tenue à 1 mètre du patient. Il faut également porter des outils de protection des yeux, des gants ainsi qu'une blouse. Bien évidemment, l'hygiène des mains est nécessaire. Maintenant, des précautions de contact pour la diphtérie cutanée. Donc, nous avons les mêmes évaluations des risques. Donc, utilisation de blouse et de gants est nécessaire. Il est toujours conseillé de ne pas toucher les yeux, le nez ou la bouche avec des gants ou contaminés ou des mains non porteuses de gants. Il faut donc être conscient de ces recommandations. Il faut veiller. Il faut donc veiller à ne pas porter les mains au visage, au nez, à la bouche. Il faut également utiliser un équipement dédié aux patients et qui soit jetable. Lorsqu'il n'est pas possible d'affecter un tel dispositif à, à un patient, il faut bien désinfecter cet équipement avant d'utiliser cet équipement pour un autre patient. Il faut éviter tout mouvement non nécessaire de ces patients confirmés ou soupçonnés d'être porteurs de la diphtérie. Il faut bien évidemment utiliser le masque médical, couvrir les lésions. Si cette personne doit être déplacée de sa chambre. Après la sortie dans cette chambre, il faut euh, ôter tous les équipements de protection individuelle de la salle afin de ne pas exposer les travailleurs de santé dans cet espace. Il faut donc éviter la transmission de cette infection par cet équipement. Maintenant, s'agissant des patients et de la famille, nous essayons, autant que faire se peut, de faire en sorte que le nombre de personnes qui viennent rendre visite aux patients soit limité parce qu'ils pourraient donc être porteurs de facteurs de transmission. Donc, nous essayons de désigner un membre de la famille, s'agissant notamment des enfants, afin de limiter le nombre de personnes qui vont entrer et sortir de la salle. L'idée étant que les équipements soient bien protégés, que l'hygiène des mains soit bien préservée dans cet espace. Maintenant, s'agissant de l'environnement, il faudrait au moins 1 fois par jour nettoyer, désinfecter ce dernier et plus fréquemment si il y a eu il y a besoin, s'il y a une contamination avérée. Il faut utiliser un linge propre, de l'eau propre. Il y a des désinfectants qui sont approuvés pour le nettoyage de ces espaces. Nous savons par exemple que des solutions chlorées à 0,70% sont efficaces et l'alcool à 70% également. La plupart des désinfectants déployés dans les espaces de santé sont à utiliser. Il faudrait effectivement qu'il y ait une bonne gestion des déchets, étant donné que nous voulons faire en sorte qu'il n'y ait pas de traces de gouttelettes ou autres de diphtérie sur les espaces. Il faut faire en sorte donc que tous les outils qui ont été utilisés soient jetés de façon appropriée en suivant les protocoles idoines. Alors, sur le site web de l'OMS, vous avez un outil qui porte sur la désinfection, le nettoyage de certains espaces grâce à certains éléments. Donc, il s'agit là de faire en sorte que ces tissus puissent être utilisés une seule fois, ensuite être nettoyés. Ou bien, nous avons également des tissus jetables
pour ce faire. Durée de ces précautions pour les patients porteurs de la diphtérie. Alors, la durée est quelque peu inconnue pour le moment. Et comme Jamie l'a dit à la fin de sa présentation, nous allons probablement pouvoir affiner cette question grâce à la thérapie antibiotique, grâce aux lignes directrices cliniques. Lorsqu'il y a une épidémie, lorsque les tests en laboratoire ne sont pas disponibles et lorsque l'isolement n'est pas facile, nous recommandons que même en l'absence de symptômes, il faut que les précautions quant à la transmission soient de mise. Il faut faire en sorte également que les patients soient donc conservés en isolement, même s'il s'agit d'un isolement à la maison. Après 5 jours de traitement approprié, et même lorsque les symptômes n'ont pas repris, on peut donc stopper l'isolement, mais avec le soutien d'un spécialiste de l'IPC. Maintenant, s'agissant des soins à domicile, donc il faut ventiler, garder la distance, laver les mains, donc faire en sorte que vous toussiez et vous éternuez dans votre coude. Et nous recommandons que les autres membres de la famille ou les personnes dans ce ménage bénéficient de la vaccination le plus rapidement possible afin d'éviter une transmission supplémentaire à domicile. Maintenant, s'agissant des travailleurs de la santé et les risques d'exposition, nous avons donc des lignes directrices sur donc l'exposition au travail, ce qui est attendu des travailleurs de santé. Des informations sont nombreuses dans ce guide opérationnel à l'intention de toute personne qui gère donc un centre de santé. Il s'agit là donc des opérations de riposte qui peuvent être utiles. Et voilà, je pense en avoir terminé. Je vous remercie. Merci, merci beaucoup, Madison, pour cette présentation tout à fait remarquable sur les IPC. Alors, nous avons bien pris note du fait que nous avons des précautions standards, mais nous devons également voir, tenir compte donc des lésions cutanées et des différentes actions à mener. Donc, nous devons porter notre masque en cas de suspicion et s'il y a une lésion qui sous-tendrait qu'il y a un risque de diphtérie ou d'infection, il faut faire attention en cas de contact avec ce patient. Et surtout, il faut isoler tout cas soupçonné ou confirmé, et ce, sur le champ. Donc, je pense qu'il s'agit là d'éléments à prendre en compte. Et je demande également à nos participants en ligne d'adhérer à ces lignes directrices pour éviter toute transmission. Alors, nous allons partager toutes ces diapositives portant sur les IPC et les soins cliniques. Et il y a des liens qui ont été partagés. Et cela vous permettra donc de respecter ces lignes directrices. Alors, nous allons marquer une courte pause qui nous permettra donc d'échanger. Peut-être qu'il y a des questions pressantes, des observations que vous voudriez faire. Je vous demande de bien vouloir lever la main. Je vous demande également de ne pas hésiter à adresser vos questions dans la boîte de questions-réponses. Je vais l'observer maintenant. Alors, si une main est levée, n'hésitez pas à m'en faire part. Maintenant, je vais rapidement aborder les questions-réponses. Très bien. Première question. Alors, Madison, première question, elle vous est adressée. Quels sont les éléments d'équipement de protection individuelle minimale nécessaires? Alors, quel est l'équipement minimal à utiliser lorsque nous gérons un cas soupçonné ou confirmé? Deuxième question, elle vous est également adressée. Est-ce que les travailleurs de santé doivent tous porter un masque lorsqu'ils accompagnent un patient dans une salle d'isolement? Ensuite, est-ce qu'il y a des preuves selon lesquelles la dysphérie résiste aux antibiotiques? Alors, je donne la parole à nos intervenants pour répondre à ces questions. Merci beaucoup, Rachidatou.
Alors, l'équipement minimal dépendra des symptômes reconnus chez le patient dans le cadre du dépistage. Alors, de façon générale, ma recommandation serait de porter un masque au minimum. Et c'est le cas pour les patients porteurs de diphtérie respiratoire, qui est le cas le plus grave de transmission possible, car il y peut y avoir des gouttelettes qui émanent de la communication que vous aurez avec le patient. Donc, il faut faire en sorte que vous ayez l'équipement nécessaire, quelle que soit la situation rencontrée, que vous ayez des protections des yeux, des gants, protection du visage et des blouses qui résistent donc à tout épanchement et masque médical, toute aide respiratoire, tout ce qui peut être disponible au centre de santé. Donc, je dirais que tout l'équipement nécessaire pour faire face à toute situation devrait être disponible et donc à portée de main en fonction de l'évaluation des risques. Donc, bien évidemment, tout dépendra du type d'affection reconnue, respiratoire ou cutanée. Alors, il y avait une question sur les travailleurs de santé. C'est bien cela, Rachidatou? Alors, est-ce que les travailleurs de santé doivent porter un masque lorsqu'ils procèdent au transfert du patient à la salle d'isolement? Alors oui, il faut donc prendre des précautions pour se protéger des gouttelettes. Donc porter un masque médical vous protège de tout épanchement ou de toute jet de gouttelettes. Et cela est nécessaire pour tout travailleur de santé qui donc accompagne un patient en salle d'isolement. Merci. Merci beaucoup, Madison. Jamie, qu'en pensez-vous? Alors, très bien, oui, réponse rapide, oui, tout à fait. Il y a une résistance au, mais nous avons également dans les formes de diphtérie. Alors, dans la boîte de dialogue, nous avons des informations émanant d'un sondage. Alors, il est vrai que ici, il s'agit simplement d'échantillons d'une minorité de personnes. Nous avons 163 personnes isolées et il y a une résistance aux pénicilline comparée qui est beaucoup plus importante par rapport aux antimicrobiens. Cependant, nous savons qu'il y a une résistance aux pénicillines. Il faudrait donc préférer les macrolides en première option. Merci beaucoup, chers participants. Alors, nous allons, voyons, nous allons voir comment justement appliquer tout cela dans nos centres de santé. Nous allons nous pencher sur les présentations cliniques dans différentes situations. Docteur Arifa Parker, vous avez la parole sur les pratiques en Afrique du Sud. Bonsoir, bonjour à tous. Merci à l'équipe de l'OMS pour l'occasion qui m'est donnée de présenter notre expérience sur la gestion des cas de diphtérie. Je vais m'appesantir sur ce que nous avons fait dans le cadre de la prévention en Afrique du Sud. Alors, mon premier contact avec la diphtérie, c'était en 2017. Ce que plusieurs ne savent pas, c'est que le vaccin contre la diphtérie a été introduit dans le programme de vaccination en Afrique du Sud dans les années 1950. Nous avons connu plusieurs décennies sans diphtérie et avant 2024, nous avons connu quelques
cas assez sporadiques de diphtérie de personnes de plus de 70 ans. Nous avons également eu une épidémie en 2017 avec une jeune fille qui venait d'un d'un secteur très peuplé. Et nous avons là les images de ses frères. Donc, je faisais partie de l'équipe de gestion. Donc, quatre frères dans une école avaient un historique vaccinal insuffisant. Donc, nous avons une angine sévère, nous avons cette substance blanche qui est sur la langue, et également l'obstruction des voies respiratoires. Et pendant la procédure, cette membrane était visible. Cela a été assez visible en ce temps-là. Nous n'avions pas connu de cas, donc nous n'avions pas d'antitoxines dans cette province. Nous avons essayé d'obtenir ces antitoxines en dehors de Cape Town, mais nous n'avons pas pu rattraper ce cas. Et ce patient a développé des problèmes de reins assez graves. Donc là, nous avons à droite le patient qui a pu recevoir le traitement aux antibiotiques et aux antitoxines et qui a pu se rétablir. Alors, cette épidémie-là a nécessité un IPC très coordonné, une riposte au niveau de la santé. Nous avons employé, euh, nous avons vu une situation où plus de 70 personnels de la santé ont été infectés. Nous avons dû faire recours à la vaccination et à la prophylaxie pour les soigner. Alors, la leçon que nous avons tirée en ce temps-là, c'est que nous devons être préparés. Si nous étions préparés, nous aurons pu éviter ce risque et ce niveau de transmission. Également, nous avons constaté le besoin de prophylaxie pour renforcer les systèmes sanitaires en place. Le résultat de la diphtérie peut se propager au-delà des cas individuels. L'angine est assez répandue et cela peut être difficile à traiter, notamment lorsque les antitoxines coûtent cher et sont assez rares. Donc, nous avons là des images d'un test au niveau communautaire. La première image en haut avait une angine avec cette membrane blanchâtre. Et plus tard, nous avons découvert que ce n'était pas la diphtérie, c'était plutôt la tuberculose. Et nous avons pu traiter le cas. La deuxième image, vous pouvez voir la gorge assez rougeâtre et la membrane. Et ce deuxième cas était un voisin du premier et a été pris en charge par la riposte de santé publique. Ce patient a pris des antibiotiques et a été traité. La troisième image provient du même médecin qui a administré la procédure avec la trachéostomie et 5 jours plus tard, après la prise des antibiotiques, notamment la pénicilline en ce temps-là, ce patient a développé une angine. Vous pouvez voir ces points blancs là à l'intérieur de sa gorge, mais fort heureusement, ce n'était pas la diphtérie, c'était plutôt des kystes. Et cela a été traité par des antibiotiques. Et ce patient a pu être soigné. Nous avons donc appris, tiré la leçon qu'il faut être préparé. Et si nous sommes préparés, nous pouvons limiter la transmission de la maladie. Alors, en 2025, nous sommes confrontés à la résurgence de cette infection au niveau mondial. La diphtérie est maintenant
endémique. Nous avons environ 100 cas confirmés à Cape Town. Nous avons là des images des premiers cas présentés à mon hôpital à la fin de 2024. Ce patient a été libéré d'une prison et le premier jour, vous pouvez voir l'angine et vous voyez les voies respiratoires. Cela ressemble fortement à la diphtérie. Et nous avons appris des expériences du passé, des expériences précédentes et nous avons, nous sommes passés directement au traitement avec les paramédicaux qui portaient les équipements personnels adéquats. Nous l'avons mis dans l'isoloir et il a donc pu recevoir des antitoxines. Vous voyez la deuxième image, la membrane est en train de se rétrécir et il a pu être pleinement rétabli. Et à l'hôpital, il y a des personnes qui étaient exposées et qui n'avaient pas des équipements personnels de protection. Et ces personnes, ce personnel médical a dû recevoir des antibiotiques. Nous avons également fait des boostes de vaccins dans cette province pour nous assurer que les risques sont réduits à leur plus simple expression. Alors, ce cas met en lumière la complexité des mouvements dans la gestion des cas de diphtérie. Le patient a été libéré de la prison et en prison, il fallait une riposte de santé publique assez coordonnée pour limiter la résurgence d'autres euh, pandémies. Ce patient a pris un transport public pour se rendre dans une résidence familiale et il était dans un milieu rural où il a visité un centre de santé, un hôpital, un hôpital. Donc, il n'est pas surprenant qu'il existe de la transmission communautaire. Donc, nous avons travaillé au CAP pour renforcer notre couverture vaccinale et ajouter des doses supplémentaires. C'est ce que nous sommes en train de mettre en œuvre, notamment une approche pragmatique pour renforcer la vaccination chez les adultes. Là, nous avons une image de notre approche de prévention. La première, c'est de se protéger soi-même afin de pouvoir protéger d'autres personnes. Donc, la chose la plus importante lorsque vous avez un cas suspect, c'est de le prendre au sérieux, porter votre équipement de protection et limiter le risque pour d'autres personnes en amenant le patient dans l'isoloir. Il est très important d'identifier un espace pour isoler le patient à l'avance. Cela permettra d'isoler effectivement le patient. Nous avons connu des cas où nous n'avions pas d'isoloir. Nous avons utilisé une chambre euh, euh, aux urgences et c'était assez compliqué. Donc, vous pouvez également utiliser des séparateurs, des rideaux pour avoir un espace dans un coin. Nous essayons d'éviter cette solution, mais au regard des urgences et de la disponibilité des espaces, parfois il faut improviser. Lorsque vous isolez un patient, vous devez avoir une procédure pour sortir le patient de l'isoloir. Alors là, nous parlons de la politique au niveau national. Si le patient a répondu positivement aux antibiotiques, vous pouvez sortir le patient de l'isoloir au septième jour. Nous utilisons également l'azithromycine comme une mesure importante dans ce qui concerne la prévention, parce que nous attendons une détérioration rapide pendant les premières 24 heures, mais nous essayons de sortir le patient de l'isoloir au septième jour, parce que nous voyons une amélioration à partir du quatrième jour. Nous collectons également des échantillons à partir du troisième jour.
Et nous n'avons pas, jusqu'ici, nous n'avons pas eu d'échantillons positifs au troisième jour et au quatrième jour. C'est la raison pour laquelle nous sortons les patients de l'isoloir au septième jour. Nous avons ces matériels de protection personnelle, nous avons les gants, nous avons la robe, nous avons également des lunettes. En raison du fait que nous travaillons dans une zone où la tuberculose est endémique, donc nous portons également des masques pour tous les personnels médicaux travaillant avec des patients atteints de diphtérie. Nous préconisons de porter ce masque, notamment si l'aération n'est pas adéquate. En termes de composants de l'IPC, en plus d'être préparé, il est très important de sensibiliser sur la reconnaissance des cas, la définition des cas, l'angine. Si vous n'êtes pas capable de reconnaître la diphtérie, vous n'allez pas être en mesure d'atténuer la transmission. Donc, lorsque vous soupçonnez la diphtérie, il est bon de prendre les mesures dont j'ai parlé. Donc, le plus tôt vous commencez l'administration des antibiotiques, plus vous avez des chances de, de limiter la transmission et même de soigner le patient. Le patient. Nous utilisons également l'azithromycine parce que cela peut être administré une fois la journée. C'est un avantage qui permet de limiter les risques de transmission au personnel médical. J'ai également parlé de la vaccination pour vous assurer que le personnel médical est vacciné. Il est également important de porter les équipements de protection personnelle en plus de la vaccination. C'est une précaution supplémentaire. Donc, il ne s'agit pas juste de porter ce PPI, mais également, il est important de prendre d'autres mesures de protection. Donc, en plus de toutes ces mesures, le personnel peut toujours être exposé à la diphtérie. Un anesthésiste était venu amener une opération d'anesthésie et il n'a pas eu le temps de porter son équipement de protection personnelle et donc il a été affecté. Il est important de rester calme parce que si vous êtes calme, vous contribuez à la protection de votre environnement. Nous prélevons des échantillons avant et après l'administration du traitement prophylactique. Nous n'avons pas encore de preuves sur la possibilité d'utiliser des doses plus basses de, d'antibiotiques. Avec l'azithromycine, nous pouvons nous en sortir avec des doses plus courtes, mais nous n'avons pas de preuves scientifiques pour confirmer cela. Si le patient a une autre mesure, c'est la vaccination. Également, vous rappeler que si un membre du personnel a porté son équipement de protection, il n'est pas nécessaire de donner des prophylaxis antibiotiques. Nous faisons un suivi pour voir s'il existe des symptômes après la première prise, après la prise des antibiotiques. Alors, nous avons tiré plusieurs leçons de la gestion de la diphtérie, des cas de diphtérie. Le différentiel peut être assez large, ce qui peut créer un problème, notamment si les symptômes n'ont pas été identifiés assez tôt. Nous avons également observé qu'il y a des retards dans le diagnostic, notamment en ce qui concerne
la confirmation clinique des cas. Donc, il est important de réagir sur les symptômes cliniques sans attendre forcément la confirmation de laboratoire. J'aimerais saisir cette occasion pour remercier l'OMS qui nous a apporté une grande assistance avec des antitoxines vraiment salvateurs. Et cela a permis de sauver plusieurs vies en 2024 et 2025. Il est également important de prendre des mesures IPC, c'est très important. Dans notre ville, nous avons collecté, prélevé des échantillons chez plusieurs personnels médicaux, plusieurs travailleurs hospitaliers, et mais nous n'avons pas eu de cas positifs chez le personnel médical. Donc, si vous adoptez les mesures de prévention, notamment les équipements de protection, la gestion appropriée des cas, l'isolation, cela peut prévenir la transmission chez le personnel médical. Cela est très, très important. Et le dernier point, c'est la couverture vaccinale. Il est important d'améliorer notre couverture vaccinale. Je vous remercie. Merci et à vous. Merci beaucoup, docteur Parker, pour cette très belle présentation et félicitations. Nous sommes heureux de savoir que vous n'avez pas vu des cas d'infection chez le personnel médical. C'est très, très important. Cela nous amène à espérer que le personnel médical en première ligne peut être protégé si nous respectons toutes ces mesures, si nous suivons les précautions qui sont énoncées. J'ai la certitude que nous pourrons nous protéger, également réduire les taux de transmission et réduire les taux de mortalité. Merci beaucoup. Je note également que dans certains États, nous voyons un taux, nous voyons des taux de diphtérie endémiques, notamment parce que la diphtérie est une maladie à élimination vaccinale. Les enfants devraient commencer à recevoir leur vaccin avec des écarts de 4 semaines et recevoir des doses supplémentaires à partir de 2 à 3 ans et même des vaccinations de 4 à 7 ans et chez les adolescents de 9 à 15 ans. Donc, c'est un véritable défi que nous voyons la résurgence de la diphtérie qui devient petit à petit une maladie endémique dans notre région. Toutefois, je voudrais vous remercier et nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour respecter ces directives. Docteur Tari va nous présenter les soins cliniques. Merci beaucoup. Merci à l'OMS. Merci pour l'invitation. Nous sommes reconnaissants pour l'assistance de l'OMS en Afrique de l'Ouest. Je vais parler de certains cas critiques et des mesures de traitement qui ont été adoptées. Nous allons parler d'un guide pratique adopté ou alors mis en œuvre en Afrique du Sud. Là, nous avons définition des cas. Lorsque vous suspectez la diphtérie, et nous avons essayé de simplifier cela au maximum, mais je voudrais que la diphtérie classique est une maladie respiratoire avec angine, une fièvre et une membrane qui peut être dans le nez, dans la bouche ou bien dans le larynx. Les cas confirmés prennent en compte le critère laboratoire. Donc, le plus important, c'est de comprendre ce qu'est, ce que sont les aspects cliniques de la diphtérie. Là, nous avons un cas que nous avons géré il y a quelques années. Le patient
a présenté les symptômes d'une maladie respiratoire, que vous pouvez voir cette membrane blanche, vous pouvez voir cette zone grisâtre. Également, vous pouvez voir que ces parties de la bouche sont assez touchées. Nous allons revenir sur ce cas un peu plus tard. Je vais présenter aux collègues ce, quelle est la différence d'un pseudo-membrane ou d'une petite membrane qui est assez inhabituelle, blanche. Nos collègues sont venus examiner le patient. Ils ont mis une aiguille là et il y avait juste du pus qui sortait de cette zone. Et ce patient a développé une maladie Streptococcus. Et là, nous avons un cas récent où un patient avait une membrane similaire là au bout de la langue, ce qui est inhabituel. Là, vous voyez une autre membrane sur la langue. Nous avons décidé de ne pas considérer ceci comme la diphtérie. Nous n'avions pas de résultat en ce moment-là. Donc, nous avons mené d'autres examens de sang et le cas était assez long. Nous avons travaillé sur ce cas pendant quelques semaines. Ce patient avait une syphilis secondaire. Donc, après 5 jours de pénicilline, vous pouvez voir que la membrane sur la langue et celle qui est au bout de la bouche ont commencé à disparaître. Et au 7e jour, la membrane a presque complètement disparu. Donc ici, c'était un cas de syphilis. Ce cas était très intéressant. Une jeune femme qui est venue à l'hôpital avec l'angine, une toux, la fièvre. Mais apparemment, elle se portait bien. Mais vous pouvez voir à l'intérieur de sa bouche, il y a des membranes blanches. Vous pouvez voir une zone grisâtre là. Et ce patient était assez compliqué. Nous avons traité la diphtérie, mais parce que quand ces patients viennent, nous n'avons pas les résultats. Ils viennent tout droit de la communauté et ces résultats peuvent prendre 24 heures jusqu'à 72 heures. Donc, nous avons décidé de soigner la diphtérie chez ce patient et les résultats sont venus euh, confirmant un cas de diphtérie, mais également avec une autre bactérie Streptococcus. Là, nous avons un autre cas d'un patient. Vous voyez cette marque, vous voyez des maladies à l'intérieur de la bouche, mais qui sont plus visibles là à ce niveau au centre. Mais là, la membrane n'est pas grisâtre, mais une membrane était en train de se former et nous avons confirmé que c'était un cas de diphtérie. Nous lui avons administré l'azithromycine et après 5 jours, cette membrane a, s'est vraiment rétrécie et le patient s'était amélioré. Et ces cas de diphtérie, tous ces patients ont reçu des antitoxines avec l'azithromycine. Cela m'amène à ma prochaine diapositive. Ce ne sont pas toutes les membranes ou toutes les maladies respiratoires qui sont la diphtérie. Là, nous avons un différentiel d'une membrane dans le larynx d'un patient. Donc, nous avons le groupe A, Streptococcus, nous avons la gonorrhée, Staphylococcus, la grippe, la syphilis comme fongite. En Afrique de l'Ouest, nous avons une prévalence assez élevée de VIH. Donc, les informations virales, nous avons EBV, nous avons HSV et des causes très rares peuvent être le rhinovirus ou le coronavirus ou le CMV. Un collègue a vu un cas de patient avec le COVID, avec la COVID-19, qui avait une membrane
Et je n'ai pas vu de membrane pendant la pandémie à COVID-19. Donc, la COVID peut être une cause assez rare de membrane. Des causes non infectieuses, vous avez agranulocytosis, vous avez la leucémie, vous avez l'ulcère. Alors, nous allons nous pencher sur un scénario et nous allons revenir sur le cas du patient que j'ai présenté dès l'entame et nous allons parler de ce que nous avons fait. Nous avons fait un ECG que je vais présenter dans la prochaine diapositive et je recommande fortement de l'administrer à tous les patients, si possible. Test des reins, sur le fonctionnement des reins, également des tests d'urine, des prélèvements au niveau de la gorge pour le MCS et le test de diphtérie. Et tous ces tests sont venus présentant, alors confirmant la diphtérie. Nous n'avions pas ces résultats en ce temps-là. Nous avons donc commencé par 80 000 doses de diphtérie, antitoxine et l'azithromycine également. Donc, il est important de faire de faire ces tests. Nous administrons l'antitoxine, la diphtérie dans notre unité ou tout au moins dans une unité où il y a un suivi cardiaque pour se rassurer que les patients peuvent être ressuscités en cas de réaction. Je ne le dirai jamais assez, mais il est très important de notifier ces patients. Ma collègue Parker y a fait référence. Cela est très important parce que ce que nous faisons en Afrique de l'Ouest, c'est que lorsque nous identifions qu'un- qu'une personne est atteinte de diphtérie, nous faisons un contact tracing. Nous essayons de suivre tous les contacts autour de la personne pour voir si d'autres personnes ont été exposées à la diphtérie. Et si oui, nous administrons le prophylaxis et nous collectons des échantillons. Nous prélevons des échantillons. Nous avons également fait un ECG pour ce patient. Pour ceux qui ne voient pas des ECG rapidement, mais là, je pense que vous pouvez voir que ce ECG n'est pas normal, surtout lorsqu'il s'agit d'un jeune homme. Donc là, vous voyez une maladie au niveau des reins et il est donc décédé quelques jours après, bien qu'il ait reçu des antitoxines de diphtérie et l'azithromycine. Je pense que cela est dû au fait que c'était l'un des premiers cas que nous avons gérés et nous n'étions pas très conscients, nous n'étions pas au fait de la diphtérie en Afrique du Sud et il y a eu un retard dans le diagnostic et même la présentation de ce cas dans notre hôpital. Il est donc décédé. J'ai représenté l'un des anticorps. Alors, nous avons vu qu'il y avait la pénicilline intermédiaire, une résistance à la pénicilline, et c'est pour ça que nous avons plutôt opté pour l'azithromycine pour ces patients. Alors aujourd'hui, nous donnons donc 7 à 10 jours quant à la durée. Nous aurons peut-être d'autres orientations pour aller jusqu'à 15 jours. Nous allons suivre les recommandations de l'OMS. Alors Jamie a parlé du protocole BESRECA et des médicaments préalables préventifs. Alors nous savons qu'il y avait une réaction chez les patients, une allergie aux médicaments. Et c'est pour ça que nous sommes détournés de ce protocole, car cela ne fait que réduire ou peut-être retarder l'accès à la prophylaxie nécessaire aux patients. Et il faut absolument, dans le cas de recours à ce protocole, d'avoir un équipement de réanimation lorsqu'il y a une réaction secondaire. Là, nous avons montré cela un peu plus tôt.
Nous avons décidé de passer aux 80 000 unités d'antixaxine car il y avait un risque de retard quant à la présentation aux patients de ces recours. Maintenant, s'agissant des questions de gestion, alors il ne s'agit pas ici du patient de les questions, mais nous avons que vous avez des ECG alternés, tout simplement parce que nous savons que c'est les 2 premières semaines de maladie, qu'il y a des risques importants au niveau cardiaque. Et ensuite, au jour 3 et au jour 5, nous avons des prélèvements. Et nous essayons de faire en sorte que les patients soient placés en isolement 14 jours. Et c'est important lorsque vous avez plusieurs patients qui se présentent dans les centres de santé. Et nous savons que souvent dans nos hôpitaux, nous manquons de lits et les patients restent dans salle d'urgence et pendant une durée assez importante avant d'être transférés dans des ailes qui leur sont dédiées. Donc il faut vraiment isoler les patients le plus rapidement possible. Ensuite, nous tenons compte également de l'infection post-vaccination. Donc il s'agit par exemple d'une absence d'immunité chez les patients porteurs de diphtérie. Dans ce cas-là, une vaccination leur est administrée à nouveau pour les aider. Il y a un suivi de 1 à 3 mois en cas de complications d'ordre neurologique, entre autres. Alors, encore une fois, il est important de souligner à quel point il faut notifier le cas de ces patients aux autorités sanitaires. Alors maintenant, cas suivant, un peu plus rapidement, nous avons un patient qui a mal de gorge. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ici, vous voyez que vous avez une zone bien enflammée. Et très rapidement, cette personne a pu bénéficier de l'antitoxine et donc l'inflammation a pu être jugulée. Alors, quelques avertissements quant à l'obstruction des voies aériennes supérieures. Ça peut s'identifier lorsque la respiration est bruyante, lorsqu'il y a de la bave, lorsque cette personne a des difficultés à ouvrir la bouche, lorsque la voix et quelques feux graves ou enroués, il faut rapidement intervenir. Lorsqu'il y a une saturation de l'oxygène qui est faible, dans ce cas-là, les risques sont très importants pour le patient. Il faut rapidement intervenir. Alors, quels sont les messages à retenir ici? Il faut faire en sorte que les PCR soient réalisés très rapidement, dans les 24 heures. Il faut rapidement reconnaître l'état du patient. Il faut voir s'il s'agit d'une diphtérie et il faut donc traiter cette maladie sur la base d'éléments cliniques. En outre, il est important d'avoir un stock assez important de sérum antidiphtérique. Il faut faire en sorte que ces traitements antidiphtériques soient disponibles dans les hôpitaux principaux, mais également secondaires, afin d'être administrés rapidement aux patients. Il faut également bien comprendre les données de sensibilité. Et il faut rappeler que nous n'utilisons que très rarement la pénicilline aujourd'hui. Encore une fois, je voudrais vous remercier de votre attention, vous remercier de l'invitation qui m'a été faite. Merci beaucoup, Monsieur Tari. Nous avons bien compris. Présentation tout à fait remarquable. Et je sais que tous nos collègues, les praticiens ici présents, ont bien compris votre message. Alors, nous avons des cas bien différents, mais en tant que praticiens, nous devons bien garder à l'esprit la règle d'or. Nous devons toujours faire en sorte de ne pas dépendre uniquement des laboratoires. Parfois, ces laboratoires ne sont tout simplement pas disponibles. Donc, il faut renforcer nos indices de soupçon au niveau de nos centres de santé afin d'avoir un diagnostic des plus probants. Nous avons également
pris bonne note des protocoles qui seront certainement adaptés par les collègues lorsqu'ils vont utiliser donc les sérum antidiphtérique. Donc maintenant, s'agissant des IPC pour les soins cliniques, nous avons bien compris qu'il ne faut pas dépendre des laboratoires. Il faut, en cas de suspicion, immédiatement isoler ce dernier, le patient, et commencer un traitement. Il il faut faire fond sur les recommandations de l'OMS en ayant recours aux microlitres, mais il faut également tenir compte de la sensibilité dans votre zone. Et lorsque vous utilisez les DAT, il faut veiller aux effets secondaires et il faut veiller à avoir tous les médicaments nécessaires pour contrer tous ces effets secondaires. Alors, en cas de cas, il faut isoler la personne, utiliser les équipements de protection individuelle et nous avons également relevé le recours au vaccin lorsque de besoin. Ces diapositives seront partagées et vous pourrez bénéficier d'informations détaillées en parcourant ces diapositives. Merci beaucoup. Alors à présent, nous donnons la parole aux intervenants, aux participants pour des questions éventuelles. Alors, la toute première question. Merci beaucoup à tous les intervenants. Alors, c'est Monsieur Benjamin Adouarman. Est-ce que vous avez des recommandations pour l'exposition à la post-prophylaxie pour les prestataires de santé? Une question en français sur la désinfection. Je pense qu'elle est adressée à Dr. Parker ou à Madison. Nous avons également une question portant sur la vaccination. Il y a également une préoccupation similaire s'agissant des vaccins, donc tétanos, diphtérie, car ces vaccins sont empruntés au programme de santé maternelle et infantile. Donc, c'est une question sur la disponibilité des vaccins. Alors, puis-je demander aux interprètes français, donc françaises, puissent donc traduire les questions en français? Merci beaucoup. Alors, toutes mes excuses aux participants. Alors, dans la boîte de dialogue, il est question, donc une information est donnée. Le protocole de Bresredka n'est plus appliqué. Alors, très bien, je donne la parole à nos intervenants pour les questions sur les IPC. Merci beaucoup. Alors, la question portait sur la vaccination des prestataires de santé, je crois. Et il y avait également une autre question sur la disponibilité des vaccins. Alors, maintenant, les lignes directrices de l'OMS donnent des conseils quant à la vaccination des personnes au sein des communautés.
toutes les personnes donc qui vivent dans les zones d'épidémique. Donc, ces personnes devraient bénéficier d'une vaccination. Alors, au sein de ces lignes directrices, il n'y a pas de texte spécifique accordant la priorité à la vaccination des prestataires de santé ou des soignants. Mais bien évidemment, en cas de disponibilité du vaccin, comme cela est recommandé pour les membres de la famille dans les ménages où il y a un patient infecté, lorsque disponible, il est donc conseillé que les soignants puissent bénéficier de la vaccination. Alors, y a-t-il donc la question quant à des contre-indications vaccinales, pardon. Je vais donner la parole au docteur Parker qui pourra peut-être nous éclairer. Merci, docteur Parker. Est-ce que vous auriez des informations à nous formuler? Là, de fait, il y a une question en français qui vous a été adressée. Je pense que vous l'avez entendue. Comment donc procéder au recyclage des EPI? Alors, maintenant, s'agissant des soignants, tout d'abord, notre politique qui se fonde sur les lignes directrices de l'OMS et de l'Institut national des maladies transmissibles, en leurs recommandations, nous indique que tous les contacts doivent bénéficier de dépistage et se voir administrer une prophylaxie, dont des antibiotiques. La recommandation est de procéder à 7 jours, mais je pense que pour réduire cette durée, et cela peut s'appliquer à tous les soignants qui sont en contact avec les patients infectés. Nous recommandons également la vaccination. Pour le moment, nous avons donc une vaccination en boucle avec une approche de santé publique et nous essayons de faire en sorte que l'environnement proche de tout cas puisse bénéficier de la vaccination. Maintenant, il y avait une question en français, me semble-t-il, sur les programmes de vaccination en Afrique du Sud. Alors, pour le moment, nous donnons 6 doses à 6 semaines, 10 semaines et 14 semaines. Il y a également des doses de rappel à 18 mois et un rappel à l'adolescence et à l'enfance, à l'âge de 6 ans, à l'âge de 12 ans. Cependant, nous devons faire mieux avec la vaccination de rappel à 6 ou 12 ans. La vaccination des adultes fait l'objet de discussions. Il ne s'agit pas d'une politique en soi. Donc, nous essayons d'encourager la vaccination de rappel chez les adultes. Alors, il y a de cela de nombreuses années, avec l'épidémie en Fédération de Russie, nous avons appris que il faut améliorer la vaccination des enfants en renforçant la vaccination des adolescents et des adultes grâce à des stratégies de vaccination de rappel. Je crois qu'il y avait une question également sur le nettoyage et l'équipement. Alors, nous voyons qu'avec la diphtérie, les organismes sont rapidement neutralisés. Donc, il faut utiliser des solutions chlorées pour nettoyer les lieux. S'agissant des déchets, alors il ne s'agit pas de, de se poser beaucoup de questions. On peut tout simplement, en cas de fièvre hémorragique par exemple, incinérer. Il faut opérer comme à l'habitude. Nous avons des systèmes et nous voyons que il peut avoir transmission par voie aérienne avec des gouttes laine. Donc, il s'agit vraiment donc de d'éliminer ces éléments infectés. Donc, il est important d'avoir des systèmes de précaution bien mis en place afin de d'éliminer tout risque.
Voilà les questions qui me sont restées à l'esprit. Merci. Alors, à présent, nous allons donner la parole à nos collègues de soins cliniques, Jamie, Dr. Tari. Jamie, est-ce que vous êtes toujours là? Alors, il y avait une question très intéressante et j'aimerais qu'on commence avec cette question adressée au Dr. Tari. Alors, alors, quels sont les avantages donc de la supervision du taux de sucre aléatoire au cours de la thérapie DAT? Il y a une observation de plus en plus importante, peut-être non encore publiée, des risques élevés de taux faibles de sucre dans les cas de diphtérie. Donc, on parle ici d'hypoglycémie constatée dans la thérapie DAT. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur Tari? Merci. Alors, je dois vous dire en toute sincérité que je n'ai pas entendu parler de problème de glucose dans la surveillance des patients porteurs de la diphtérie ou qui ont bénéficié de DAT. Alors, bien évidemment, les porteurs de diabète pourraient être concernés, mais je ne pense pas qu'il y ait vraiment d'effets secondaires en termes de glucose. Mais est-ce que j'ai pas bien compris la deuxième question? Alors, deuxième question. Les Il y a eu deux cas, de, un cas présenté, un autre cas, et il y avait un cas peut-être de malformation cardiaque. Mais dans ce cas, nous avons vu que ce patient s'en est bien sorti. Il s'agissait d'un cas assez intéressant. Il, a- il y avait une malformation cardiaque et 2 mois plus tard, il s'en présentait un syndrome Guillain-Barré. Donc, il y avait vraiment une aggravation de sa condition médicale à cause de la diphtérie. Mais cela montre qu'il faut vraiment administrer des antitoxines antidiphtériques le plus rapidement possible. Ainsi, nous évitons que la toxine pénètre les cellules, car une fois que la diphtérie a pénétré les cellules, les antitoxines n'ont pas d'effet aussi probant. Merci. Il y a 2 questions supplémentaires qui vous sont adressées. En premier lieu, combien de jours un enfant de 5 ans doit-il prendre l'azithromycine et quelle serait la posologie? Et deuxième question, lorsque la DAT n'est pas disponible, que faire? À vous la parole. Alors, très bien. Alors, une petite réserve ici. Mes patients sont des adultes et cela fait 15 16 ans que je n'ai pas eu à traiter des cas d'enfants. Mais je pense que la procédure serait similaire s'agissant de la posologie, 12 milligrammes par kilo. Et il faut une durée de 7 à 10 jours de traitement. Ensuite, que faire lorsque la DAT n'est pas disponible? Alors, c'est une question effectivement difficile, situation difficile. Et je sais qu'Arifa en a parlé lorsqu'il y avait justement des résultats négatifs parce qu'il n'y avait pas d'accès à l'antitoxine diphtérique. Alors, que faire dans ce cas? C'est un vrai problème. Il faut donner l'azithromycine le plus rapidement possible et il faut donc surveiller ce patient de près. Et il faut faire en sorte que l'antitoxine puisse être disponible une prochaine fois. Je n'ai pas vraiment connaissance d'autres traitements qui seraient à recommander. Arifa? Oui, je voulais simplement rajouter quelque chose. Dans le cas géré par le professeur Yann Arabi,
j'ai oublié de le dire, mais elle avait donné du polygame en attendant les antitoxines, en espérant que des anticorps puissent donc être réveillés chez l'enfant. Oui, Jamie? Oui, tout à fait. Alors, n'aidera pas les médecins, mais peut-être des patients à venir. Mais lorsque vous identifiez donc une diphtérie, vous n'avez pas accès à l'antitoxine, il faut vraiment, en tant que, comme l'a fait l'équipe d'Afrique du Sud, il faut donc prendre attache avec le bureau national de l'OMS et nous avons essayé d'intervenir. Nous disposons de ressources limitées, mais nous pouvons tout à fait plaider en faveur d'un approvisionnement de DAT. Donc, si le cas se présente et qu'il n'y a pas accès au DAT, il faut absolument nous contacter. C'est important, ça peut sauver des vies. Merci beaucoup, Jamie. Alors, je voudrais me faire écho. Nous avons envoyé donc des documents en ce sens aux équipes pays. Nous attendons à ce que les documents nous soient renvoyés afin que nous puissions garantir un approvisionnement DAT dans le pays. Donc, nous arrivons au terme de ce webinaire fort instructif. Je pense que tout le monde est d'accord. Nous avons tous beaucoup appris de nos collègues intervenants. Je voudrais d'abord remercier nos intervenants exceptionnels. Merci infiniment pour vos présentations fort riches. Nous avons beaucoup appris grâce à vous. Nous voulons également vous remercier, vous, les participants qui êtes restés avec nous. Je sais que nous sommes collés à notre chaise, c'est pour ça que nous avons beaucoup appris. Et nous savons que nous allons donc pouvoir intégrer tous les messages qui nous ont été administrés. Je voudrais remercier les organisateurs, l'équipe de Amarachi, nos collègues de ECHO. Merci beaucoup pour l'appui que vous apportez à notre conférence. Je ne pourrais terminer euh, sans remercier donc les organisateurs. Comme je l'ai dit, nous allons donc lancer cette série de webinaires, parler des vaccins, parler de la communication aux côtés de nos collègues. Donc, je voudrais vraiment vous remercier et je vous invite à notre prochaine séance de webinaire. Merci encore. Félicitations à nos intervenants. Je vous souhaite une belle fin de journée. Merci. Chers collègues, le lien a été donné dans la boîte de dialogue pour pouvoir répondre à un sondage rapide. Merci de votre participation à ce sondage.